Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la chronique du coureur ordinaire. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode où on va parler des 10 courses les plus folles du monde. Alors je sais que vous allez me poser la question, qu'est-ce que tu appelles une course folle? Qu'est-ce que tu appelles une course folle? Merci pour votre spontanéité les gars. Un concept différent d'une simple boucle ou d'un départ point A pour une arrivée point B, une distance ou un dénivelé monstrueux, un petit élément qui vient pimenter la course. On va retrouver tout ça dans les courses que je vais vous présenter maintenant. C'est parti! Numéro 1, la Barclay. C'est peut-être la course la plus connue de ce top, et pourtant statistiquement il y a quand même peu de chances pour que vous en ayez déjà pris le départ, et encore moins de chances pour que vous en soyez finisher un jour. J'aurais pu faire un épisode entier sur cette course tellement elle regorge de bizarreries. Je vais donc essayer d'en raconter un maximum en un minimum de temps, et croyez-moi, il y a du boulot. La course se déroule aux États-Unis à Wattsburg, Tennessee, et a lieu en mars-avril. Pour s'inscrire, la difficulté commence là en fait. L'adresse mail de l'organisateur est totalement introuvable. Il faut farfouiller sur internet et régulièrement prendre contact avec d'anciens coureurs pour pouvoir l'obtenir. Pour que l'organisateur accepte votre candidature, il faudra également écrire une lettre de motivation. A noter d'ailleurs que lorsqu'un coureur est accepté, il reçoit de la part de l'organisateur une lettre de condoléances. Une fois accepté et inscrit, le coureur doit s'acquitter des frais d'inscription qui s'élèvent à 1,60$ et doit également amener une plaque d'immatriculation venant de son pays. Là pour le coup, ne me demandez pas pourquoi. Une fois sur place, l'heure de départ est inconnue, mais lorsque le son d'une conque retentit, alors ça veut dire que le départ a lieu 1 heure après. Et là, c'est parti pour la boucherie. Lorsque Lazarus Lake, l'organisateur, allume sa cigarette, le départ est donné. 160 km, 18 000 mètres de dénivelé positif, donc environ la même distance que l'UTMB, mais 2 fois plus de dénivelé. Un parcours non balisé, des boucles à faire une fois dans un sens, une fois dans l'autre, muni d'une carte que vous avez vous-même recopiée à la main, des bouquins cachés à chaque tour sur lesquels il faut retirer une page qui correspond à votre numéro de dossard, histoire de prouver que vous avez correctement fait le parcours. Au final, moins de 1% de finishers depuis le début de l'histoire de la course, notamment à cause des règles qui changent d'une année sur l'autre pour s'assurer de l'infaisabilité de la chose. Même les meilleurs coureurs au monde se sont régulièrement cassés les dents sur cette course. Il existe un nombre incroyable d'anecdotes de coureurs racontant avoir fait des hallucinations absolument incroyables durant cette course. En gros, c'est mission impossible, mais dans la vraie vie, et avec des ampoules aux pieds. Numéro 2, la Backyard Ultra. Le concept de la Backyard Ultra est super simple. Il s'agit d'un ultramarathon où les concurrents doivent parcourir une boucle de 6 km 706 en moins d'1 heure. Mais attends, c'est super simple en fait. Ah oui, non, d'accord. Ok, bon on recommence. Pouf pouf. En fait, les concurrents disposent d'1 heure maximum pour terminer une boucle de 6 km 706. Une fois leur boucle terminée, le temps restant peut être utilisé pour la récup, que ce soit pour manger, pour boire, pour s'étirer, pour se faire masser, ou quoi que ce soit. Toutes les heures, un nouveau départ est donné et une nouvelle boucle doit être terminée. Le petit manège recommence comme ça indéfiniment tant qu'au moins un concurrent arrive à terminer sa boucle en moins d'1 heure. Le vainqueur étant donc celui qui a terminé seul une dernière boucle. Pour vous donner une petite idée de la difficulté du truc, en plus de la dimension tactique, est-ce que je dois courir lentement pour ne pas trop me fatiguer au risque d'avoir peu de temps de récup? Ou est-ce que je dois courir vite, quitte à me fatiguer mais avoir beaucoup de temps de récup? En plus de la difficulté tactique donc, sachez que le recordman de l'épreuve est un certain Karel Sabé qui a terminé en 2020 75 tours. Donc le gars, s'il a fait 75 tours, ça veut dire qu'il a couru pendant 75 heures. Et a donc parcouru la modeste distance de 502 km 950, sur une boucle de seulement 6 km 706. De quoi se prendre légèrement pour un hamster qui court dans sa roue. Numéro 3, la Self-Transcendance. Troisième course de ce top, mesdames et messieurs, on s'envole du côté du Queens aux États-Unis et je vous présente la Self-Transcendance 3100 Miles Race. Sous ce nom barbare, et très compliqué à prononcer avec mon accent anglais de phoque qui essaye de parler chinois, se cache une course inventée par un certain Sri Chinmoy, poète, écrivain, artiste peintre, musicien, mais aussi maître spirituel. La principale difficulté de cette course étant de parcourir les 3100 miles, comme son nom l'indique, soit quand même l'équivalent de 4989 km.
Pour ce faire, vous disposez au maximum de 52 jours. Je vous dispense des calculs, si vous voulez terminer la course dans les temps, il vous faudra donc parcourir 97 km par jour pendant 52 jours. D'ailleurs, si courir 97 km pendant 52 jours ne vous fait pas plus peur que ça, j'ai volontairement omis un tout petit détail. Il faudra parcourir ces 3100 miles, donc je répète, 4989 km, sur une boucle qui ne fait que 883 mètres. Il faudra donc répéter la boucle 5650 fois pour voir la fin de l'épreuve. J'ai dit poète, écrivain, artiste peintre, musicien, mais aussi maître spirituel. J'aurais pu rajouter tortionnaire, mais enfin c'était pas sur Wikipédia. Numéro 4 et numéro 5, la Badwater Ultramarathon et le Yukon Arctic Ultra. Allez hop, 2 courses pour le prix d'une. Vous aimez les températures extrêmes ? Je vous propose la Badwater Ultramarathon si vous aimez crever de chaud, ou son antagoniste, la Yukon Arctic Ultra si vous aimez vous geler les couilles. Enfin, vous geler quoi. La Badwater Ultramarathon est une course qui a lieu chaque année au mois de juillet dans une petite région de la Californie qu'on appelle affectueusement la vallée de la mort. Voilà. Rapport aux températures extrêmes qui règnent là-bas et qui flirtent allègrement avec les 50 degrés à l'ombre, soit environ 70 degrés au soleil et 75 degrés au sol. Le but du jeu est simple, arriver à parcourir les 217 km et 4000 mètres dénivelés de la course sans crever de soif ou d'hyperthermie. Pour participer à l'épreuve, c'est très simple, humour. Il faudra simplement avoir terminé au moins 3 courses 200 miles dans les 2 années précédentes et pouvoir démontrer, citation, une certaine accoutumance à la chaleur. Tu fais comment pour ça en fait? Tu leur envoies une vidéo de toi avec la tronche dans le four allumée plein gaz? Bref, vous craignez la chaleur, vous préférez le froid, alors choisissez plutôt la Yukon Arctic Ultra qui a lieu chaque année à Whitehorse dans le Yukon, donc au Canada. Vous vous rappelez de tout ce que je viens de dire sur la Badwater? Eh bien la Yukon Arctic Ultra est exactement la même chose, mais dans l'autre sens. La température avoisine les moins 50 degrés et la distance la plus longue à parcourir est de 430 miles, environ 692 km. Et le tout se fait évidemment en autonomie complète. C'est-à-dire que les gars courent avec une petite charrette qu'ils ont accrochée au cul et qui roule sur la glace, pendant la totalité de la course. A noter que les organisateurs de la course précisent bien que malgré le fait qu'ils fournissent des guides sur le sentier, les risques d'hypothermie, d'engelure et même d'amputation est réel. Rassurant. Numéro 6, la Red Bull Planica 400. Plus qu'une course à proprement parler, la Red Bull Planica 400 est plus exactement un format de course. Le principe est simple, remonter en courant un tremplin de saut à ski. Résultat, environ 400 mètres à parcourir selon le tremplin et une pente dont l'inclinaison maximale atteint les 75%. Les meilleurs coureurs mettent environ 5 minutes pour atteindre le sommet et finissent dans un état lamentable, ce qui laisse augurer de la difficulté dantesque d'une telle épreuve. 18 pays différents accueillent ce type d'épreuve, dont la France où c'est à Courchevel que vous devriez vous rendre si vous souhaitez pleurer et vomir du sang. Non mais après pourquoi pas, hein, moi je juge pas. Hein. Numéro 7, la Nissan Lauf. Un petit peu dans le même délire que la Red Bull Planica 400 dont je viens de parler, direction la Suisse cette fois-ci pour la Nissan Lauf, une course idéale pour les coureurs qui aiment bien prendre les escaliers. Le Nissan est un sommet suisse qui culmine à 2362 mètres d'altitude et qui a la particularité d'être équipé d'un funiculaire. Ce funiculaire prend son départ à Müllenen à 639 mètres d'altitude et monte jusqu'au sommet. Et il faut savoir qu'à côté de ce funiculaire se trouve le plus long escalier du monde, escalier ayant la particularité d'être ouvert qu'une seule fois par an, le jour de la Nissan Lauf. Un départ toutes les 20 secondes pour un contre-la-montre qui consiste à parcourir 3,4 km pour un peu plus de 1600 mètres de dénivelé positif, le tout en franchissant les 11 674 marches que comporte l'escalier. Un truc de dingue. Numéro 8, la Mount Marathon Race. Si pour vous les escaliers présentent la particularité d'être beaucoup trop stables et donc pas suffisamment challengeants, orientez-vous plutôt vers Seward en Alaska pour la Mount Marathon Race. Au programme, 5 km à parcourir pour environ 1000 mètres de dénivelé positif, ce qui peut paraître plutôt simple pour les initiés. Mais il faut savoir que la première partie de la course est une longue montée alors que la deuxième partie est une longue descente.
Ça nous donne du 31% de pente moyenne avec des pointes jusqu'à 89%, mais surtout un parcours d'une technicité folle à tel point que les chutes dans la descente sont innombrables. A noter qu'il y a déjà eu un mort parmi les participants, mais que les organisateurs ont depuis revu toute la sécurité, ce qui n'empêche pas, de leur propre dire, de voir certains coureurs arriver gravement blessés. Donc bon, si vous courez aussi vite que vous êtes con, pourquoi pas. Numéro 9, la Ruta 040. Là, je triche un petit peu puisqu'il ne s'agit pas à proprement parler d'une course, mais plus exactement d'un parcours sur lequel les trailers viennent se tirer la bourre à tour de rôle pour pouvoir se targuer d'être le nouveau recordman du Ruta 040. Pourquoi ce nom étrange de Ruta 040 ? Parce que ce parcours, qui se situe au nord de Tenerife, aux îles Canaries, présente la particularité de prendre son départ au niveau de la mer, de s'élever à 4000 mètres d'altitude, puis de redescendre au niveau de la mer. 0, 4, 0. Le tout sur 53 km de distance. Un parcours idéal pour qui aime bien monter dré dans le pentu, comme on dit dans le jargon, ou chez les ploucs. Numéro 10, Escape from Meriden. Ma course préférée de ce top. Un concept que je trouve génial. On termine ce top en allant du côté de l'Angleterre, plus exactement au centre de l'Angleterre, littéralement au centre de l'Angleterre. Effectivement, une croix de pierre se dresse au centre de l'Angleterre, à Meriden, et c'est de là que 100 coureurs prennent le départ de cette course, pas comme les autres. Les coureurs ont 24 heures pour s'éloigner au maximum de ce centre de l'Angleterre. Mais la distance retenue par les organisateurs n'est pas la plus longue distance parcourue, mais la plus longue distance à vol d'oiseau, à la fin des 24 heures. Les coureurs doivent donc prendre en compte non seulement leur propre course, mais également l'orientation, le dénivelé, ou encore les routes ou les ruisseaux infranchissables, etc. C'est finalement beaucoup plus proche de la course d'orientation que de la course classique, mais j'ai préféré la mettre quand même dans ce top. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller liker la page Facebook de la Chronique du Coureur Ordinaire, ainsi que de vous abonner à la chaîne YouTube, et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Sachant que je sors une vidéo tous les 6 mois, c'est assez facile d'en rater une. Bref, merci à tous, et à bientôt.